va avoir lieu ici et qui sera par ailleurs retransmise en direct sur la page Facebook d'Arte Cinéma. Voilà, je l'ai bien dit. Alors vous venez de voir The Second Civil War, qui est un film qui date de 1997, et c'est un film que Joe Dante avait souhaité montrer avant la rencontre avec vous. Alors évidemment, quand on voit le film, on est évidemment surpris par son actualité, peut-être même par son côté visionnaire. L'idée de cette fermeture des frontières de l'Amérique qui devient réelle, pour un pays qui s'est construit sur des strates d'immigration. Évidemment, le film est annoncé comme se situant dans un futur proche. Eh bien, on y est. Alors, est-ce que vous aviez l'intuition, quand vous l'avez tourné, est-ce que vous avez l'intuition que ce que racontait Second Civil War pouvait un jour se réaliser? Oui. Est-ce que vous avez eu le... Well, when you do these stories that are predicting the future, it's always difficult to tell how long it's going to take to have these things happen. But as we were making this film, every day we would shoot a scene and we'd open up the newspaper and there would be something in the newspaper that was about the scene that we were shooting. So it seemed like we were probably onto something that was really happening. Quand on fait de l'anticipation, c'est toujours très difficile de savoir combien de temps il faudra pour que cela advienne. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage, on n'arrêtait pas chaque jour de voir des articles dans les journaux qui semblaient aller dans le sens de ce qu'on était en train de faire. Alors il y a une dimension très pessimiste évidemment dans le film, c'est un moment dit dans le dialogue, on parle des ruines du melting pot, il y a cette idée d'un échec, que le melting pot est un échec. Est-ce que c'est ce que vous pensiez? Well, you know, I mean, our country was founded on immigration, and from the behavior of the people in charge today, you really wouldn't even know that. C'est-à-dire que notre pays est vraiment issu de l'immigration et le comportement de nos dirigeants actuels n'en tiennent pas compte. Alors, comment est-ce que ce projet vous est arrivé entre les mains? Comment est-ce que tout ça a débuté? Barry Levinson, who's a director and a producer, who ultimately made a film called Wag the Dog, which is similar to this, had this script and I think was planning to direct it, but also was thinking about doing Wag the Dog, which is a feature film, not a TV film. And I got the opportunity, I read it, it was very, very long, very complicated, it had to be shortened, but it's out of my genre, so it was very attractive to me. Barry Levinson, qui est producteur et réalisateur, avait, je crois, ce scénario en même temps qu'un autre projet de long métrage de cinéma qui s'appelle Wag the Dog, qui traite d'un sujet semblable. Et je pense que j'ai eu le scénario qui était très tentant parce qu'il était si différent de ce que je fais d'habitude. Le scénario était beaucoup trop long. Alors c'est un film qui est produit pour HBO, donc pour la télévision en fait, c'est un film de télévision. Et j'ai l'impression que les deux films politiques les plus directs que vous avez réalisés, c'est-à-dire celui-ci et puis Homecoming, qui traite très directement de politique, puisque Homecoming est l'histoire des vétérans morts durant la guerre en Irak qui reviennent voter pour désavouer le gouvernement. Est-ce que de tels films auraient été possibles au cinéma, ou bien est-ce que c'est justement le fait que ce soit la télévision qui les ait produits qui ait fait qu'ils aient pu être aussi radicaux, en tout cas politiquement? Well, at the time of the Second Civil War, there really weren't that many movies about that subject in theaters because political movies don't tend to do particularly well. However, they had discovered that television was a good avenue to be able to do political films. HBO did several. There was not a lot of response to them, and so they sort of dropped the whole idea. But if it wasn't for HBO, this movie wouldn't have been released overseas, where it is fairly well known, whereas in America, it only played on HBO once or twice, and it completely disappeared. It's a very obscure movie in America. Le cinéma politique ne marchait pas du tout en salle à l'époque de ce film,
Et ils ont découvert à la télévision et particulièrement à HBO un champ possible pour des films politiques. Mais ça n'a pas vraiment marché et au bout d'un certain temps, ils ont arrêté ce type de production. Cela dit, si ce film n'avait pas été produit par HBO, il n'aurait pas eu sa sortie internationale. Il est assez connu à l'étranger. Aux États-Unis, on ne le connaît pas du tout. Il est passé une seule fois à HBO. Il est considéré par beaucoup, en tout cas d'amateurs de cinéma en France, comme un des grands films politiques américains contemporains. Which is very, very nice. What can I say? If it wasn't made for HBO, probably wouldn't exist because they always made theatrical versions of their movies for overseas, and so there's a negative, and there's a film negative. Things that are done for television today are all done digitally, and in 25 years, that digital format may not exist. So, I'm very grateful that this film exists on film and can be. C'est épatant, mais ça tient vraiment à HBO qui, à l'époque, faisait toujours des négatifs pour pouvoir faire des sorties internationales de leur production. C'est plus le cas aujourd'hui. Les films sont produits de manière numérique et dans 25 ans n'existeront plus. Je pense qu'on abordera à nouveau la dimension politique de votre cinéma, qui est présente même dans a priori les films les plus immédiatement divertissants que vous avez réalisés. Mais je voudrais peut-être qu'on revienne sur votre parcours et insister sur le fait que vous faites partie d'une génération qui a vu beaucoup de films avant d'en faire. Et le cinéma est la matière même de votre cinéma, la mémoire du cinéma. Alors, comment vous avez découvert le cinéma? Quels étaient vos goûts? Pourquoi cette importance de l'imaginaire quand vous étiez enfant? Well, my generation grew up on movies because we had movies in the movie theater and we had movies constantly on television. The cheapest form of programming on television in America was old movies. And no matter what time of the day or night you turned on the TV, there was a movie. And we all absorbed a great deal of film knowledge. Even people who weren't serious about film just drank in all of this information, all these images. And so my generation of filmmakers is indeed very, very influenced by the films of people before us. Alors évidemment, on allait voir des films en salle, mais surtout ma génération avait accès à énormément de films à la télévision. Le cinéma était la programmation la moins chère pour les chaînes de télévision. À n'importe quelle heure de la journée, si on allumait le poste, il y avait toujours un film. Donc effectivement, nous avons été vraiment nourris, ma génération, par notre cinéphilie. Mais alors, quand on regarde les films qui vous ont marqué, on voit que c'est quand même un goût, c'est un goût très lié à l'enfance. On a l'impression, contrairement à d'autres cinéastes de votre génération, pas tous, mais on le voit d'ailleurs avec les films que vous avez choisis pour votre carte blanche. Il y a beaucoup de science-fiction, le fantastique, il y a même le cartoon qui a une grande importance dans votre mémoire de cinéphile. Donc pourquoi, j'ai l'impression que l'imaginaire a une très très grande place dans votre souvenir dans vos souvenirs de cinéma et dans votre goût pour le cinéma. So you're saying I'm very juvenile. Oui. Vous dites que je suis très puéril. When I was a kid, I went to the movies every Saturday. I saw 2 features, 10 cartoons, the serial chapter. I was the only one of my friends who went back every week to see everything. And I loved Westerns. I loved science fiction movies. I loved anything that didn't have a lot of grown-ups talking. My tastes were very broad. I mean, the kinds of movies I've made tend to be in the science fiction and horror genre because that's where I was successful. But I love all kinds of movies and would like to make all kinds of movies. Quand j'étais petit, j'allais au cinéma tous les samedis. J'étais le seul de mes copains à avoir cette habitude. Je voyais 2 longs métrages, 10 dessins animés, un épisode de feuilleton tous les samedis. Et j'aimais vraiment tous les films, mais surtout les westerns, les films de science-fiction, les films où il n'y avait pas trop de dialogue d'adultes.
Mais je peux dire que mon goût est vraiment très éclectique. Et si aujourd'hui je me suis spécialisé surtout dans les films d'horreur ou les films de science-fiction, c'est parce que c'est là où j'ai le mieux réussi. Alors il y a une autre catégorie qui est importante pour vous, à tel point que même vous étiez posé la question à un moment donné de faire des dessins animés, c'est le cartoons. Vous avez à un moment donné pensé vous diriger vers la voie du dessin animé, et donc je voulais que vous parliez de cette importance qu'a le dessin animé pour vous, plus précisément. Well, like all people my age, I'm a child of Disney. You know, they used to make these before Disney had a TV show. They would re-release the old cartoon features every 7 years so that a new generation would see them. And then of course they would get older and they would show them to their children, and so it was a way of maximizing the fame of those things. Then television came along and did it for them. I was crazy for cartoons when I was a kid. I was big Bugs Bunny, Warner Brothers, Disney. I wasn't too crazy about Casper the Friendly Ghost, but you know, you have to stop somewhere. You have to have some sort of taste. And ultimately, I got to direct a movie starring Bugs Bunny, so it really all sort of came around. Mais j'adorais le dessin animé parce que, comme toute personne de ma génération, j'ai grandi avec Disney. Disney ressortait, avant d'avoir une chaîne de télévision, une diffusion télévisuelle, Disney ressortait ses films tous les 7 ans pour nourrir chaque génération successive. Et après, il y a eu évidemment les dessins animés à la télévision. Moi, j'adorais Bugs Bunny de la Warner, j'adorais les films Disney. Bon, j'étais moins fou de Casper the Friendly Ghost, mais il faut avoir un certain goût quand même. Casper is just too treacly for me. Casper est trop mièvre pour moi. But I wanted to be a cartoonist. I mean, I drew my own cartoons, and I thought that rather than being a filmmaker, I would have a comic strip or be a cartoonist. But then I went to art school, and they sort of shook that out of me, and I went into film instead. But I was very surprised to become a filmmaker. I did not intend it. Quand j'étais enfant, je dessinais mes propres cartoons. Je pensais que j'allais aller vers la bande dessinée, vers les comics. Et ensuite, j'ai intégré une école de beaux-arts et ils m'ont sorti ça de la tête. Et j'étais très très étonné de devenir réalisateur de cinéma. I was also a big Mad Magazine reader. Mad Magazine was a comic book, and then it was magazine, and it was very satirical, very anti-authoritarian. It lasted through my whole generation and is still being published. And they specialized in frames that had lots of things going on in them, so that if you read the comic the second time, you would see things that you missed the first time. And I ended up adopting that as sort of a formula for the films that I made. J'étais aussi un énorme fan de Mad Magazine et de cette tradition des comics satiriques, avec cette veine satirique. Et le format de Mad Magazine, le cadrage, la mise en forme de la page est conçu de manière à avoir un maximum de détails et d'informations à l'intérieur du cadre, ce qui fait qu'on peut relire et revenir dessus. Alors, ce que votre cinéma, j'ai l'impression, exprime de façon très consciente, c'est que le cartoon a influencé l'ensemble de l'industrie hollywoodienne, il me semble, à partir des années 80. C'est-à-dire que même un film d'action très sérieux, on y voit des événements plus grands que nature, totalement irréalistes, des corps invincibles, des gens qui prennent des pianos sur la tête et qui sont écrasés. Et on a l'impression que le cartoon est une des grandes influences du cinéma des années 80 et que vous en avez eu la conscience. I don't know how intentional that was in the part of the filmmakers, but the kind of things that I used to see when I was a child that were considered junk have now become the mainstream material for Hollywood. Superhero movies, for instance. When I was a kid, superhero movies were made for $1.98. They were either serials or cheap TV shows. And the strings showed, and they were very, very crude. But somehow, as my generation aged, we became the median, and all of the things that we liked when we were kids
we took with us. And so that became mainstream movie making, as you see with Raiders of the Lost Ark, and Star Wars are all homages to the things that those people saw when they were kids. Je ne sais pas dans quelle mesure ce phénomène était un phénomène conscient chez les cinéastes de ma génération, mais ce que je sais, c'est que tout ce qui compte maintenant à Hollywood était le bas de gamme de ma génération. C'était vraiment les films faits pour 3 francs 6 sous. Et évidemment, c'était notre goût, et nous avons grandi. Nous sommes maintenant, notre goût est dans la moyenne. Et donc les films de super-héros, qui sont les grosses productions d'aujourd'hui, étaient vraiment ce qu'il y avait de plus mal fait, bricolé à l'époque. Alors vous quittez donc la côte Est pour aller à Hollywood et vous faites vos débuts en fait chez Roger Corman. Alors comment s'est fait la rencontre avec Roger Corman? Roger Corman qui est un producteur de films à petit budget, de films d'exploitation, qui produisait et réalisait des films de science-fiction dans les années 50. Il a aussi réalisé les adaptations des œuvres d'Edgar Poe. Et puis il a produit énormément de films dans des genres qui étaient peu estimés par la critique, avec de tout petits budgets. Et vous avez débuté dans ce milieu-là. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était pour vous un désir d'aller faire ce cinéma-là, d'aller travailler dans ce cinéma-là, ou bien est-ce que ça s'est passé par hasard? Well, it was no accident. I was always a big fan of Roger Corman's movies when I was in college, and I, in fact, made Roger Corman buttons that I distributed to my friends. It was dueling buttons. There were Godard buttons and Corman buttons, because no one could decide which one of them had made more movies. Donc non, c'était pas un accident. J'ai toujours été un énorme fan de Roger Corman, et quand j'étais à la fac, je distribuais des pins de Roger Corman. Il y avait un duel en fait entre les pins Godard et les pins Corman, parce que personne ne savait qui avait fait le plus grand nombre de films. So when some friends of mine got a chance to go from the East Coast, where I lived, to Hollywood to work for Roger Corman, Roger had already used up all of the talent from the local universities, and he was importing from New York. And my friend Jonathan Kaplan was one of the people who came out to work for Roger. Before him, Marty Scorsese, who was a teacher for Jonathan. And I was part of the people who came in the second wave. Donc Roger Corman avait épuisé tout le talent de la côte ouest. Il est venu chercher des gens sur la côte est. Donc mon ami Jonathan Kaplan était le premier, son professeur Martin Scorsese, et moi j'ai fait partie de la deuxième vague. And if you look at the list of people that have matriculated, I guess is the word, through the Roger Corman Film School, it's the backbone of the motion picture industry. Everybody who started there started with no money and working on projects of often a tawdry nature, but they learned, and they learned quickly, and they learned lessons that they used later when they got better breaks and made bigger films. And I think if Roger Corman had never existed, the whole face of Hollywood would be completely different. Je pense que le bon terme pour parler des gens qui ont travaillé à cette époque-là chez Corman, c'est que c'était des diplômés de chez Corman, car c'était une vraie école où on travaillait avec de très petits budgets, souvent sur des projets assez sordides. Mais si on regarde tout Hollywood aujourd'hui, aurait été très différent sans l'expérience de Corman. Alors justement, vous commencez donc à travailler chez Roger Corman, je crois que vous montez des bandes annonces, et puis ensuite vous réalisez ou co-réalisez Hollywood Boulevard, qui est presque déjà un film qui est une réflexion sur le cinéma produit par Roger Corman, et puis vous réalisez Piranha, qui est une suite de Jaws, mais à tout petit budget. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on travaille avec Roger Corman? Well, everything I learned from. I didn't know anything when I worked for Roger Corman, nor did many other people when they first started. I came from New Jersey. I had never seen a moviola. I had never seen a real camera. I had seen a lot of movies, and that ultimately stood me in very good stead. Mais en fait, quand je suis arrivé chez Corman, je ne connaissais rien, mais rien de chez rien.
J'avais jamais vu de table de montage, j'avais jamais vu de vraie caméra, j'avais simplement vu beaucoup de films et ça m'a bien servi. I mean, you learn by doing. You're in a situation where you have no money and no time, but you still have to produce something. And the tricks that you learn to allow you to make the best use of the light, the hours of light in the day, like putting the track down and then shooting 3 different scenes in different directions so that you don't have to take the time to move it. All these things are actually useful later when even when you're making big budget movies. On apprend sur le tas, on apprenait sur le tas chez Corman et il n'y a pas d'argent et donc on apprend des solutions, par exemple d'utiliser au mieux la lumière existante, de poser un rail et de travailler 3 axes à partir de ce même rail pour ne pas avoir à le déplacer. Et ce genre de truc sert aussi quand on vient faire des films avec des budgets plus importants. Because the only thing that's important on a movie set is what happens between when you say action and when you say cut. All the rest of it, no one ever sees. So the more time you take to light it, the less time you have to shoot it. And you learn to be as efficient as you possibly can. And as I say, when you go into the higher echelons and you're working with movies that are going to indeed take a little bit more time between setups, it's still only the part between action and cut that ever really makes a difference. La seule chose qui compte sur un tournage, c'est ce qui se passe entre le moment où on dit action et le moment où on dit couper. Donc tout le temps passé à éclairer le plan et du temps gâché, du temps gaspillé. Et cette vérité-là reste vraie quand on passe dans le cinéma à un budget plus important. Alors on dit que Roger Corman justement n'aimait pas le gaspillage, qu'il était même très très près de l'argent de la production, qu'il était un peu radin même. Parsimonious, I think is the word. Parcimonieux. Roger didn't like to waste money, no. And he didn't pay very much, but you know what? We weren't worth very much. Il n'aimait pas gaspiller de l'argent et il n'aimait pas trop payer les gens qui travaillaient chez lui. Mais la vérité, c'est qu'on ne valait pas grand-chose. But what's interesting is that everybody who worked for Corman and probably had days where they said, oh, that Roger Corman is so cheap, he's ruining my movie. Everybody still likes Roger. All of the people who went through there are all still friends of his. Mais la chose intéressante, c'est que tous les gens qui travaillaient chez Corman se plaignaient de sa radinerie pendant qu'il tournait le film, mais ils restent encore aujourd'hui, amis avec lui. Alors, Roger Corman, c'est celui qui, dans The Second Civil War, joue le directeur de la chaîne d'information et qui refuse à un reporter de lui payer des heures supplémentaires. Ce qui est, je pense, une private joke. He's very good about that. He's come to live with the legend. Il le fait très bien, il connaît sa légende. Alors, en travaillant avec Roger Corman, vous travaillez avec un acteur qu'on va retrouver dans presque tous vos films, ou dans tous vos films, qui est Dick Miller. Well, Dick Miller, who is in this movie as the photographer, he worked for Roger for many years, and I used to see him all the time in Roger's pictures, and I always liked him. And when I got a chance to make my first movie, I said, well, I've got to find a part for Dick Miller, and he plays a sleazy agent, which is one of his specialties, and we got along great, and I decided that anytime I had a job, I would always look for a place to put Dick, which is actually what Roger did. Et Dick Miller travaillait pour Corman, il était dans tous ses films, et moi je l'aimais bien. Et donc, quand c'était à moi de tourner, je me suis dit, il faut que je trouve un rôle pour Dick. Et donc, il jouait l'agent un peu sordide, et il l'a fait très bien. Et j'ai continué à faire ce que Corman avait fait. So Dick has actually been in every single feature that I've ever done, except for one, where John Landis was the producer and he cut him out. Dick a tourné dans tous mes films, sauf un, produit par John Landis, qui l'a coupé au montage. Dick has been cut out of some very good pictures. He was cut out of Pulp Fiction as well. Il a été coupé de très bons films, dont Pulp Fiction. C'est toujours très émouvant de retrouver Dick Miller dans vos films parce que on est toujours un peu, même quand vos films ont des budgets plus confortables, on est toujours un peu chez Roger Corman. Il y a quelque chose d'émouvant, c'est un personnage du passé qui résiste. Ça, voilà.
Moi, j'aime beaucoup Dick Muller. Well, it's continuity. Il y a aussi cet autre acteur qu'on trouve beaucoup dans le film, qui est Robert Picardo. Well, another actor that I've used a lot, who's also in this movie, is Robert Picardo. Bob was most famous as a character in Star Trek. He was a holographic doctor. But in the first time I worked with him, it was in The Howling, because he was the only actor who would sit still for an entire day to have makeup done on his face. And we got, again, it was another case where he was a good actor and we got to be friendly. And he's an all-purpose actor. He pops up throughout a lot of the movies that you'll see here of mine, and is still working. Donc Robert Picardo, qu'on voit dans ce film, était surtout connu pour son rôle de docteur holographique dans Star Trek. La première fois que j'ai travaillé avec lui, c'était dans Hurlement, parce qu'il était capable de rester immobile toute une journée. Et ça, c'était une chose... Maquillage. Pour le maquillage. Donc, chose précieuse. Et j'ai continué à travailler avec lui sur pratiquement tous les films, et il continue à travailler aujourd'hui. But his greatest moment comes at the end of Gremlins 2 when he marries the girl Gremlin. Mais son plus grand moment, c'est à la fin de Gremlins 2, quand il épouse la fille Gremlin. Dans le film, c'est le personnage qui a inventé, qui possède un satellite qui peut voir les lumières allumées dans les salles du Pentagone. C'est pour surveiller. Après, au début des années 80, donc après Piranha, vous changez un peu de catégorie et vous réalisez Hurlement, des Howling, qui fait partie des grands titres de ce moment où le cinéma fantastique ou le cinéma d'horreur à Hollywood a peut-être été une des catégories les plus créatives et aussi les plus, je dirais, les plus politiques. Alors, dans Hurlement, à la fois vous renouvelez le mythe du loup-garou, vous avez sûrement dû voir beaucoup de films de loup-garou dans votre jeunesse, vous renouvelez aussi celui des effets spéciaux, parce qu'il y a, je crois, eu beaucoup d'innovations techniques en matière d'effets spéciaux et de maquillage, et on a vu avec The Howling des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et puis, j'ai l'impression que c'est aussi un film qui nous parle de la disparition des années 70, de la disparition d'une époque. Donc, il y a aussi une dimension politique. Et c'est déjà un film où les médias ont un rôle important. There's a question there? Do you agree? He says it so much better than I do. Non, mais par exemple, les effets spéciaux, le maquillage, comment vous avez travaillé? Les effets de transformation, par exemple, en loup-garou. Well, you know, the idea with The Howling was that we didn't want to make... we love the old werewolf movies, but we didn't want to imitate them. We didn't want to make the same kind of thing again. And there were advances being made in technology. And I originally asked Rick Baker to do the makeup for The Howling, and he worked on it for a little while, and then John Landis got mad because he was supposed to do his picture, and John got the money for it, and Rick went off and did it, and so Rob Bottin took over. Donc, on adorait les vieux films de loup-garou, mais on ne voulait pas faire la même chose. Et il y avait eu pas mal de progrès techniques sur les questions de maquillage et des effets. But the idea was that the way we sold it to the studio, we said, well, you'll see a person transform into a werewolf in one shot. Now, we thought maybe we could do that. It turned out we couldn't. But then when the technology actually appeared to be able to do that, we realized it really wasn't as interesting as actually using editing and actually making a scene out of it and being able to do stages of makeups as opposed to just morphing, because I think Man Beast was the TV show where people morphed into animals, and it was like, okay, the first time it was fine, and then after a while it was like, okay, we've seen this. L'idée qu'on a vendue au studio était on verrait la transformation en loup-garou en un seul plan. Et en fait, on n'était pas du tout capable de faire ça. Mais quand ça a été possible, plus tard, je crois avec l'émission Man Beast, où on voyait ça, on s'est aperçu que c'était en réalité moins intéressant qu'une succession de plans montés. I'm not sure the title was Man Beast, but anyway. What was interesting is that the distributor liked the makeup stuff, and that was why they thought that was what was good about the movie. The makeup stuff is very good, but that was sort of secondary to me. I wanted to make a new kind of werewolf movie that was
completely contemporary and looked like it was taking place now, while still referring back to the previous werewolf movies. And it was the first one of these where the characters were actually as smart as the audience, that they know what werewolves are, that they're part of pop culture, and that everybody in the movie doesn't have to have it explained by the old doctor, you know, for 20 minutes. Everybody knew that, and that got picked up. That became a trope for the whole industry, and then the Scream movies came out, and you know, now the characters in movies are very, very self-aware. Le distributeur aimait beaucoup toute la partie maquillage, effets spéciaux. C'était pas ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait moi, c'était d'essayer de faire un film contemporain. Et en particulier, c'était la première fois où les personnages en savaient autant que le public. C'est-à-dire qu'il n'a pas fallu expliquer dans le scénario aux personnages ce qu'était un loup-garou. Et ça, depuis, c'est devenu la norme avec des films comme Scream. So it's about self-consciousness, c'est-à-dire que les films sont conscients, les films deviennent conscients d'eux-mêmes. Self-consciousness. Well, they're postmodern, you know. I mean, they're movies where the characters are in on the joke, and that the audience doesn't have to be on the outside; that they're sort of on the inside. And I think that's been a very attractive trope for the genre since then. Précisément, ils sont postmodernes, et postmodernes, ça veut dire que le public, au lieu d'être à l'extérieur du phénomène de l'histoire, il est intégré à l'histoire, et c'est devenu un tropisme qui a très bien marché pour le genre. Alors il y a aussi une chose qu'avait très bien réussi The Howling, mais que vous réussissez dans presque tous vos films, et on l'a encore vu là dans ce Second Civil War, c'est-à-dire c'est un équilibre très très subtil entre l'ironie, voire la dimension comique, et le drame. C'est-à-dire que là, on a vu un film drôle dans lequel pourtant il y a des morts. Et donc, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire au cinéma. Et voilà, est-ce que vous êtes conscient de cet équilibre-là à chaque fois que vous faites un film, et comment vous faites pour le réussir? Well, I have to be aware because I always get yelled at by the studios about this. On the first day of the dailies from The Howling, the president of the studio complained, "Is this a horror movie or a comedy?" And I've gotten that all during my entire career. It's a tone problem, is what they say. Your movie has a tone problem. Mais évidemment que j'en suis conscient parce que on me le renvoie toujours, les studios me le renvoient toujours. La première fois qu'on a montré Des Roches au président du studio à l'époque de Hurlement, il a dit « Mais c'est un film d'horreur ou c'est une comédie ?» Ils appellent ça un problème de ton. So sometimes you have to sort of fight for your version. And I've been pretty lucky that most of the movies, not all, but most of the movies I've made are movies that I can stand behind and say, well, that's the movie I wanted to make. But it does come sometimes with a lot of discord. And the most difficult movie I ever made was a Looney Tunes movie. Imagine that. And it was such a bad experience that I was going to work angry every morning because I knew I'd have to fight with these people. And it's a Bugs Bunny movie. Mais en fait, il faut toujours se battre. Et moi, j'ai eu la chance de réussir. Et quand je regarde ma filmographie, presque tous les films, je suis content de les avoir faits. Le plus difficile, bizarrement, a été un film Looney Tunes, où j'allais travailler tous les matins, enragé, furieux. Et c'était pour un Bugs Bunny. Et pourquoi furieux? Well, I hate to even revisit it, but it was a very complicated live-action animation combination made by a studio that had pretty much forgotten that they even owned these characters. And my job was to try to keep them from being exploited and turned into jokes by people who didn't understand them, because Chuck Jones had been a friend of mine and he didn't like the previous movie Space Jam because he thought it wasn't true to the characters, and my job was to try to make sure that they stayed true to their original intent. C'était un film très compliqué qui mélangeait du dessin animé avec du cinéma normal, disons. Et j'étais ami avec Chuck Jones, qui n'avait pas aimé la première tentative de faire ce mélange.
donc le créateur des personnages. Et il n'avait pas aimé Space Jam. Et donc moi, je voulais un peu prendre son parti et défendre son point de vue. And the problem was that people who wouldn't go see this movie were telling me how to make it. And that's many filmmakers, believe me, have been in the same situation. And it's maddening to have to argue with somebody who you know doesn't really care what you do, but they just have to have their way. Les personnes avec lesquelles je me disputais n'étaient pas du tout le public cible pour ce genre de film. Et ça arrive très très souvent qu'on se dispute avec des gens qui ne connaissent pas le cinéma qu'on essaye de faire, mais qui ont un argument d'autorité. Alors il y a une dimension très importante dans votre cinéma, c'est le rôle que jouent les médias. C'est peut-être d'ailleurs lié à votre idée de postmodernité, c'est-à-dire que il y a beaucoup de... La réalité est souvent filtrée par un média dans vos films. Pourquoi cette importance des médias à votre cinéma? Well, I'm a child of the media. I mean, I didn't have a TV when I was born. We didn't have a TV until I was like 5 or 6. And even then, I think we had to go to the neighbor's house to watch it. But then, obviously, that became the focus of my generation. I mean, watching everything on television. And then the proliferation of screens, as I've gotten older, there are just more and more and more screens. I think I first noticed John Frankenheimer was a director who had come from television, and he always had TV screens all over his movies. If you see a Frankenheimer movie, there are TV screens everywhere. And it's just something that's inculcated into those of us who were the TV generation. Je suis un enfant des médias. Il n'y avait pas de poste chez nous quand je suis né. Je crois que le premier est arrivé, j'avais 5 ans, ou peut-être il était chez les voisins. Et évidemment, toute ma conscience du monde a été filtrée par les médias. Et depuis, il y a eu une multiplication incroyable des écrans. Je sais que je reconnais un film de John Frankenheimer au nombre d'écrans qu'il y a dans le film. Et je crois que c'est très caractéristique de notre génération. Alors vous, après Hurlement, vous réalisez Gremlins, qui est produit par Steven Spielberg. Donc comment s'est passée la rencontre avec Spielberg? Well, it turned out that Spielberg had seen Piranha, which is a Jaws ripoff, which he apparently dubbed the best Jaws ripoff, which is faint praise, but nonetheless. There was Universal was upset because Jaws 2 was coming out at the same time, and they were thinking of maybe a lawsuit to keep Piranha from coming out, and Spielberg apparently saw the movie and said, no, it's a parody, it's okay, it's fine. I didn't know any of this until many years later. But I do know he saw The Howling because he hired the lead actress to be E.T.'s mother. And so when it came time to do the Twilight Zone movie, I had already been sent the Gremlins script, and I inherited the episode of the Twilight Zone movie while working on Gremlins, and I brought in some storyboards and had a meeting with him and got the job. Je sais que Spielberg avait vu Piranha, qui était un pastiche des Dents de la Mer, et j'ai appris beaucoup plus tard que Universal voulait peut-être empêcher la sortie du film par un procès, parce que le film était sorti à peu près au même moment que Les Dents de la Mer 2, et c'est Spielberg qui leur a dit non, c'est vraiment un pastiche, c'est pas la peine de faire ça. Et après, j'ai eu cette invitation de faire un épisode de Twilight Zone, et il m'a envoyé le scénario de Gremlins. J'ai fait un peu de storyboard, quelques dessins, et j'ai été embauché. And the great thing about working for Spielberg was that I had just come from Corman, where if there was I'm talking to an executive who actually has made a movie, and Spielberg is the same thing. I mean, he's the head of the company, and he is a filmmaker. So whenever the dispute would arise with the studio, there would always be Steven in between, because he was very protective of the filmmakers that he had hired to make the movies he was producing. Donc, ce qui était très bien avec Spielberg, c'était la même expérience que celle que j'avais eue avec Corman, c'est-à-dire que le producteur était lui-même cinéaste.
Et dès qu'il y avait un désaccord avec le studio, Spielberg était là pour protéger le réalisateur qu'il avait embauché. Et alors, moi j'aimerais que vous nous parliez des différences entre le scénario d'origine et ce qui est devenu Gremlins. The first screenplay of Gremlins, which was sent to me, and I was sure it had come to the wrong address because I didn't think that any of these people knew I existed. I read it, and it was good, but it was very gruesome. The dog got eaten by the gremlins, and Mom got her head cut off and bounced down the stairs, and it was really gruesome, which is frankly why it was sent to me, because I had just done The Howling, and Stephen wanted to make a low-budget horror film. Quand j'ai reçu le scénario de Gremlins, je me suis demandé s'il avait été livré à la bonne adresse. Mais le scénario qui était bon, mais il était très très gore. La mère était décapitée, on voyait sa tête rebondir dans l'escalier, le chien était mangé. C'est pour ça qu'on me l'avait envoyé, parce que Spielberg avait vu Hurlement et il voulait faire un film d'horreur. Et comment vous expliquez, Gremlins c'est votre plus grand succès, et comment vous expliquez le succès du film? Gremlins was my only hit. Mon seul succès. I call it a medley of my hits. I have no idea. Look, it was the right movie at the right time. It could be that same movie could have come out 2 months earlier or 2 months later and not done anything. You never know. I mean, believe me, if they could figure out why movies are hits, they would make nothing but hit movies. Je n'ai pas la moindre idée si le film était sorti 2 mois avant ou 2 mois après, il n'aurait peut-être pas marché. Et la vérité, c'est que personne ne sait, et que s'il savait, il ne ferait que des gros succès. It was sort of a surprise. I mean, they call them sleepers. Those are movies that come out of nowhere and nobody knows that they were being made, and then suddenly they appear, and for whatever reason, people take to them, and now they become, big blockbuster movies. And luckily, this movie was big enough that I was able to have an entire career just because of that one movie. Ce sont des films qu'on appelle des dormeurs, personne ne sait qu'ils sont en train d'être tournés, et puis quand ils sortent, ils font un gros succès. Et moi j'ai eu la chance d'avoir avec ce seul succès, un tel succès qu'il a nourri toute ma carrière. Est-ce que le succès du film ne repose pas peut-être sur le plaisir de la destruction? C'est-à-dire que finalement, les personnages auxquels on s'identifie le mieux, c'est les Gremlins, parce qu'on a aussi parfois envie de tout casser, non? Well, that's his take on it. C'est votre point de vue. I think that, I mean, there's the anarchy aspect of it is certainly a part of the entertainment, but also I think it's because it intrudes into a sort of a family situation that's very warm and recognizable, and that anybody can say, well, my family could be like that. And then there's the people like dogs, and there's a great dog in the movie who gives maybe the best performance, I don't know. And the Gizmo character is everybody's pet. And the one thing that Steven Spielberg did to ensure the fact that this picture would be a success is to insist on keeping Gizmo around for the entire movie. Because in the script, he turned into a gremlin after 30 minutes. And I think that really made the big difference. L'anarchie est marrante. C'est aussi un film sur les familles. Les gens aiment bien les films sur les familles. Il y a le chien qui est le meilleur personnage, celui qui joue le mieux. Les gens aiment les chiens. Il y a beaucoup de facteurs. Sans doute le plus important, la contribution de Spielberg était d'insister pour que le gizmo soit là jusqu'au bout. Car dans le scénario d'origine, le gizmo se transformait en Gremlins au bout de 30 minutes. Il y a quand même dans le film la figure du père est quand même très bizarre et très intéressante, parce que c'est pas une figure très forte. Le père, c'est un inventeur qui invente des objets qui ne marchent pas. Et donc c'est une figure un peu fragile, alors que la mère qui, elle, met les gremlins dans le mixeur est un personnage plus fort. Well, the mother is the adult in the family, and the father is a very
sort of a William Saroyan kind of dreamer. It's interesting because he may be a weak character, and then there are other movies I've made where there are no fathers at all. I made a lot of movies with empty fathers. And my father was just fine, thank you. Dans Gremlins, la mère est l'adulte, et lui, c'est un rêveur un peu dans le moule des romans de William Saroyan. J'ai fait beaucoup d'autres films où le personnage du père est absent, ou est un personnage vide. Moi, mon père à moi, il allait très bien, merci. Alors, après Gremlins, vous faites un film que j'aime beaucoup, qui est peut-être votre film le plus théorique, enfin, ce qu'on peut dire, c'est Explorers, dans lequel des gamins fabriquent un vaisseau spatial, ils rencontrent des extraterrestres, dont on découvre que ce sont des enfants aussi, donc des enfants d'extraterrestres, qui ne connaissent de la Terre que ce qu'ils ont vu à la télévision. Et donc, ce sont des personnages totalement déterminés par ce qu'ils ont vu à la télévision, donc qui ont ingurgité toute la pop culture américaine qui est passée par la télévision. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un résumé de tout votre cinéma? Comment est venue cette idée? Well, the idea was that Paramount wanted to make this picture because Wolfgang Peterson was going to do it, and then he decided that he didn't want to do it, and I had just done Gremlins, which was now this gigantic hit, and I actually turned down Batman. I was offered Batman, a Batman movie, which I couldn't do because I woke up in the middle of the night and realized that I only was interested in the Joker. L'idée est venue parce que la Paramount avait ce film que Wolfgang Peterson devait réaliser, et il a décidé de ne pas le faire. Moi, je venais de faire Gremlins, et donc on me l'a envoyé. Je venais de refuser Batman, en fait, parce que je me suis réveillé un jour au milieu de la nuit, et je me suis rendu compte que le seul personnage qui m'intéressait était The Joker. So when I agreed to do Explorers, the script was not quite finished, and when the kids got into the other planet or whatever, they met the extraterrestrials and they played baseball with them and they went home. And it didn't seem like a very good third act to me. Quand j'ai hérité de ce scénario, il n'était pas tout à fait fini, et quand les enfants ont rencontré les extraterrestres, ils ont joué une partie de baseball avec eux, et puis ils sont rentrés à la maison. Ça me semblait pas un très bon troisième acte. So we rewrote the script, and we were making a lot of it up as we went along because the studio said that they really had to have this picture out at a particular time that summer, and it was already October, and we had sets to build, and it was going to be a rush job, and it was going to cost a lot of money. So a lot of it was sort of improvised. Et donc on a fait une nouvelle version du scénario, enfin pas tout à fait, on a dû pas mal improviser parce que on était déjà en octobre et le studio a insisté pour que le film sorte l'été suivant. C'était un film à gros budget qui allait coûter très cher, on a beaucoup improvisé. So when we came up with the idea of the aliens being influenced by pop culture, Bob Picardo played the head alien, and he had this suit on that weighed like 100 pounds that Rob Bottin had built out of rubber. And when he was playing the alien, he had a particularly manic quality to his acting. And later we brought him into the dubbing room to dub the part, and he couldn't get into the character because so much of his performance had come from the stress of wearing this costume. Et donc, quand on est arrivé à la fin, il y avait Bob Picardo qui jouait l'extraterrestre en chef, et il avait ce costume incroyablement pesant en caoutchouc. Et après, il a dû faire la pause synchro de son personnage. Il n'a pas réussi à dire son texte parce que sa performance venait vraiment du stress d'avoir apporté ce costume. So, as I said, it was a very fast and intense shoot. And behind the scenes at the studio, the people who hired me were leaving and being replaced by other people. So there was a regime change. And what happens in a regime change is that the new people don't want anything to do with the movies made by the old people. Comme j'ai dit, le tournage était extrêmement intense, et en même temps, il y a eu un changement de régime au studio. Et ce qui se passe en cas de changement de régime, c'est que les nouveaux veulent se débarrasser des projets des anciens.
So they decided that they would make me, they would just said, we were editing, we just stopped shooting. I think we'd only been editing for 2 months, and they said, stop working on the movie. And we said, why? And they said, because we're going to put it out. And we said, but we're not supposed to come out for 2 months. They said, no, it's coming out now, stop work. So it's an unfinished movie. We never got to finish it, we never got to develop it the way it should be. And it's the only movie of mine that it's hard for me to watch because I know it's not what I intended. I mean, I'm not saying it's a terrible movie or anything, but it's just not quite what I had in mind. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 mois de montage, le studio est venu, ils ont dit, vous arrêtez tout de suite, on va sortir le film maintenant. Et on a dit, mais on a encore 2 mois de montage, on n'a pas du tout fini. Et ils ont dit, non, vous arrêtez tout de suite, on sort le film tout de suite. Et pour cette raison, c'est le seul de mes films, c'est pas un mauvais film, mais c'est le seul que j'ai du mal à revoir, parce qu'il ne correspond pas à mon intention d'origine. But people do come up to me and say that they loved it and that their kids like it, and so it's all fine. But it's just it's a disappointment to me. What was great about it, though, was working with River Phoenix and Ethan Hawke, who were just great kids, and it was sort of like being a dad for one summer. Les gens me disent qu'ils aiment le film, que leurs enfants aiment le film, donc tout va bien. Et puis vraiment, ce qui était une belle expérience, c'était de travailler avec River Phoenix et Ethan Hawke, qui étaient des mômes géniaux, et c'était un peu comme d'être papa, la durée d'un été. Il y a un passage dans le film que j'aime beaucoup, c'est quand les petits martiens parlent d'un feuilleton avec un enfant plein de poils, et ils se demandent pourquoi il ne parle pas, et on découvre qu'en fait il parle du feuilleton avec la chienne Lassie. A lot of those jokes were actually improvised. Il y a pas mal de blagues comme ça qui étaient improvisées. Alors quand on voit un peu l'ensemble de votre carrière, on voit qu'il y a un motif qui revient quand même de façon très fréquente dans vos films, c'est celui de la miniaturisation. On peut dire que finalement les piranhas c'est des petits requins, Inner Space bien sûr, Gremlins, Small Soldiers. Donc est-ce que ça correspond, pourquoi ce motif, est-ce que ça correspond à un cauchemar récurrent chez vous? Hier vous avez présenté The Incredible Shrinking Man, L'homme qui rétrécit, qui est un de vos films préférés. Et donc voilà, cette idée de la miniaturisation, qu'est-ce que ça représente pour vous? You make it sound like a psychosis. Il y avait une psychose dans votre description. It was not intentional. You know, it's when I did Small Soldiers, and everybody was calling it Gremlins 3 because once again you've got characters that only come up to your ankles. I don't know. I mean, it's a lot of it is unconscious. You don't sit down and map out your career and say, I'm going to make sure that my theory of miniaturization makes its way into this Western that I've just made. I mean, it's just you make what they let you make. And you hope that they let you make it the way you want to make it. J'ai pas fait exprès. Quand j'ai fait Small Soldiers, tout le monde appelait ça Gremlins 3. Mais la vérité, c'est qu'on ne théorise pas son obsession de la miniaturisation. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'ils vous laissent faire, et on espère qu'ils vous laisseront le faire comme on veut le faire. Mais hier, vous avez quand même évoqué l'idée des créatures qui vous mordent aux chevilles, comme quelque chose d'un peu cauchemardesque. I made the mistake of, in front of him, saying that when I was a kid, I used to have dreams that I was very small and everything got really big. And so, in his zeal to connect this to some sort of theory, this is now my new subculture. Donc j'ai fait l'erreur en présentant hier L'homme qui rétrécit, The Incredible Shrinking Man, d'avouer que j'avais eu des cauchemars quand j'étais petit, d'être très petit et que tout autour de moi devenait géant. Et évidemment, maintenant, là, dans son enthousiasme, il essaye d'en faire une théorie. On va peut-être laisser un peu la place aux questions, pardon. Je crois qu'il y a une question. You only did half my career. We will go back to it. We have to be here for another 6 hours. Vous êtes arrêté à la moitié de ma carrière. Il y a encore plus de... Bonjour, Barbara d'Arte, je voudrais vous poser une question.
question d'un internaute de notre page Facebook Arte Cinéma. Il voudrait savoir ce que vous pensez de films très grand public récents. Est-ce que vous voyez encore des choses intéressantes dedans? Well, I don't see as many movies as I used to, and I used to see everything, but there's just so much sameness. It's just the same people running away from the same fireball, you know, the same guys battling it out on a girder hanging from a helicopter. It's not that they aren't well done or anything, it's just that maybe I'm just at an age where I've just seen these things so many times that they're not, it's very rare that the one comes along that's different enough to hold my interest. So I find myself watching more what we call foreign films and smaller indies. Je vois beaucoup moins de films qu'avant. Avant, je voyais tout. Et j'ai l'impression qu'il y a des formules maintenant, que les choses se répètent. On voit beaucoup la grosse boule de feu, quelqu'un qui court devant, ou quelqu'un accroché à une poutre en métal. Et ce sont des choses qui peuvent être très bien faites, mais que j'ai l'impression d'avoir déjà vues. Et c'est rare qu'on soit surpris. Et pour cette raison, j'ai l'impression aujourd'hui de voir plutôt ce qu'on appelle chez nous des films étrangers. Moi, j'aimerais savoir un petit peu plus l'évolution de Gremlins, la question que Jean-François vous a posée. Comment c'est parti de ce film d'horreur très brutal, gruesome, vous avez dit, en comédie? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus les directions que vous avez prises et vos décisions en tant que réalisateur pour arriver à ce film de comédie qui a eu un grand succès finalement? Well, it was pretty apparent that it was going to cost a couple of dollars to make these creatures look real. And gruesome horror films have a very niche market. They make a certain amount of money, but they usually don't break out. They don't go very wide. Donc, il était clair que la conception, la fabrication de ces créatures, les gremlins, allait coûter très cher, et les films d'horreur ont un marché assez restreint en fait. So as the budget went up, it seemed more apparent that we probably would not be wanting to make an R-rated movie out of Gremlins. Back when there was an R, even in its release state, it was very controversial and ultimately led to the creation of the PG-13 rating. Et il était clair qu'il ne fallait pas qu'on fasse un film interdit aux enfants. Et même à l'époque de sa sortie, il a créé une sorte de controverse. Et à la suite, il y a eu le label PG-13, c'est-à-dire interdisant les films aux enfants de moins de 13 ans. And as we designed the characters and started to see them in action with puppets and things, we saw that they were quite funny if you dressed them up in human clothes and you had them ape human actions. And then, of course, the Gizmo character was like, you're making a Lassie movie. So it started to go into a somewhat more whimsical area, even in the script stage. And then when we finally made it, there were just so many things that were funny about the characters that the whole thing just skewed over into being more of a comedy than a horror film. Donc il était clair à l'étape de la conception que ces créatures pouvaient être assez drôles si on leur donnait des vêtements humains par la gestuelle. Et puis évidemment il y avait le personnage de Gizmo qui était une sorte de Lassie, le compagnon fidèle. Et pendant le tournage, il était évident que ça allait être assez comique, que ça pouvait être vraiment drôle. And another reason that it is what it is because the limitations of technology of the puppetry meant that there were many things in the script that they were asked to do that were impossible. So we had to improvise and try to make them do things that we knew that they could do. So we put up a list on the wall for the crew, and it said, like, terrible things that the Gremlins can do to Gizmo. And everybody wrote down, put him on a dartboard, throw him down the laundry chute, all that kind of stuff. Well, all that stuff came while we were shooting the movie. It was never in the script.
Il y avait aussi les contraintes techniques des marionnettes. Il y avait plein de choses qui étaient dans le scénario qui étaient impossibles à faire pour des marionnettes. Donc, on a affiché des pages blanches au mur du studio et on a demandé des suggestions. Par exemple, il y avait une page intitulée Choses atroces que les Gremlins peuvent faire à Gizmo. Et alors, les gens suggéraient un jeu de fléchettes avec Gizmo comme cible, par exemple. Et donc tout ça, c'était de l'ordre de l'improvisation. À vous entendre depuis tout à l'heure, on a l'impression que l'improvisation, c'est une dimension très importante dans votre travail. Yes and no. You know, improvs can be wonderful, but they have to go somewhere. They have to be structured because my least favorite Scorsese movie is New York, New York. And I love Scorsese, but the only reason I don't like that movie is because half the movie is improvised, and the scenes don't go anywhere. The improvs they happen in the moment, but they're not part of any overall structure. And as a result, the movie stops dead, so the actors can improvise. And I think improvisation in The Burbs, which is a movie I made a little later, we made that during a writer's strike. And we had to improvise, and it worked out well because we already had a very strong structure. Le problème de l'improvisation, c'est que il faut la structurer par un récit. Il faut que ça avance. J'aime beaucoup le cinéma de Scorsese, mais l'un de ses films que j'aime le moins est New York, New York, parce que c'est un film construit sur un principe d'improvisation. Et donc l'histoire s'arrête pour permettre aux comédiens d'improviser, et on est dans un présent continu. Quand j'ai fait The Burbs, c'était pendant une grève de scénaristes, on a été obligé d'improviser, et j'ai dû avoir ça en tête. Alors pour continuer peut-être sur votre carrière, pourquoi y a-t-il eu autant de temps entre Gremlins et Gremlins 2 ? Et ensuite, quand on voit Gremlins 2, on voit bien que le film est très différent du premier. Est-ce que c'était parce qu'au moment où vous le tournez, vous vous dites il n'est plus possible de faire un film comme le premier, ou bien est-ce que c'est une volonté de votre part de vouloir changer et de vouloir prendre la direction vers laquelle Gremlins 2 se dirige? No, it was because the one thing you don't want to do as a sequel is you make the same movie over again. And that was why when they asked me to make the sequel, right after Gremlins was a hit, I said, I can't do it. I'm sick of Gremlins. I've been working with these puppets for months on end, you know, and it's driven me crazy. I cannot do it. And so I didn't, but that didn't mean they didn't want to make a sequel. So they kept working and had scripts written and worked hard on trying to find a reason to make a sequel, but there was no reason to make a sequel except to make money. Non, la raison c'est que on n'a pas envie de se répéter. Tout de suite après Gremlins, ils m'ont demandé de faire la suite, et j'ai dit mais c'est absolument impossible, j'en ai par-dessus la tête de ces marionnettes. Et eux, ils ont continué à vouloir faire une suite, ils ont essayé, et il n'y avait aucune raison de faire la suite si ce n'est que de gagner de l'argent. So they finally, after all that effort put to making a movie they couldn't make because they didn't understand the first one, they came back and they said, well, we guess you must have had something to do with the success of the first movie, so we really want another one of these. So if you'll give us another Gremlins movie by this date, we'll let you do whatever you want with it. And that's not an offer that you get very often. Donc après beaucoup de tentatives vaines, qui étaient condamnées à être vaines parce que franchement le studio n'avait rien compris au succès de Gremlins, ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit on a vraiment besoin d'une suite, et si vous pouvez nous la livrer avant telle date, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est pas une offre qu'on peut refuser parce qu'elle n'arrive pas très souvent. And what I decided I wanted to do was to do a Frank Tashlin kind of Hellzapoppin movie that had Gremlins in it. And it's a parody of sequels, and it's a look toward the 90s. When Steven Spielberg saw the Gremlins 2 screening, he turned to me and he said, "Is this what the 90s are going to be like?" And you know, they kind of were. Et donc, ce que j'ai décidé que j'avais envie de faire, c'était une parodie
de Frank Tashlin, de Helza Poplin. Et donc c'était ça le principe du film. Le film est un pastiche de Helza Poplin. Et c'est aussi un film un peu d'anticipation sur les années 90, à la projection du film fini. Spielberg m'a dit, ça va être ça, les années 90. Et la vérité, c'est que oui. Also, the technology had improved immensely in only 5 years. And so we were able to do things with the Gremlins that we could never conceive of doing the first time. We could make them talk, we could make them fly, we could make Gizmo walk, we could make Gizmo dance. In the first movie, we had to have him carried around in a backpack because he couldn't do anything. Il y avait aussi eu énormément d'évolutions techniques et on pouvait faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avec le premier film. Donc les Gremlins pouvaient marcher, pouvaient voler, Gizmo aussi pouvait marcher. Des questions? Alors ce serait par rapport à l'animation, qui est un thème qui vous est cher aussi à Jean-François apparemment. Et donc ce serait par rapport à 2 projets avortés dans les années 90, qui n'ont pas été faciles avec vous, vu l'échec commercial de Gremlins 2 et l'échec d'un film que vous aimiez, Panique sur Fludary Beach, qui est un de vos films les plus personnels. Vous aviez, entre 90 et 93, l'idée de faire le film sur Chuck Jones et les animateurs de Warner, Termite Terrace, qui malheureusement n'a pas été fait. Si vous pouviez en parler, et également savoir si un script un jour pourrait être publié pour voir l'étendue de votre travail sur ce thème. Et également en 95, quelques années plus tard, avant Small Soldiers et avant les Looney Tunes passent à l'action, vous deviez travailler sur un film qui mêlait prise d'action réelle et animation qui s'appelait Cat and Mouses. No. Non? It's a long question. Ah non. Are you talking about the Jetsons? Yeah. Oh, Termite Terrace? Well, the scripts exist, but I can't make Termite Terrace because I don't own the characters. Yeah, I know. I just want to know if it will be published one day because it was 3 years of working and we are. I don't know if you can. You know, it's a rights thing, and I think that I don't own the rights, and I don't know if Warner Brothers cares to relinquish them. You know. C'est un problème de droit. Je ne suis pas propriétaire des droits. Je ne pense pas que la Warner ait envie de laisser les droits. Such a long question. Shouldn't I have a longer answer? La question était tellement longue, est-ce que je ne peux pas répondre plus longuement? Just throw it. Bonsoir. Vous avez commencé votre carrière comme monteur et vous avez monté vos films, ou en tout cas en partie jusqu'à Hurlement. Tout à l'heure, vous parliez d'Explorers, qui était une aventure assez désagréable parce que justement, vous avez dû interrompre le montage et que du coup, le film ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Quelle est la part de montage dans vos films? Enfin, je ne sais pas comment dire, mais comment vous envisagez le montage en fait? Et pourquoi vous n'y participez plus directement? Well, editing is pretty important. I mean, they say you make a movie 3 times. The first time when you write it, next time when you shoot it, and then the next time when you edit it. Many great movies have been ruined in the editing room, and many mediocre movies have been turned into gold in the editing room. I stopped editing my own films because when you work for studios, they don't allow it. It's also a little difficult when you're shooting to be editing as well. You have to have somebody else do it. It's not efficient. Donc on dit qu'on fait les films 3 fois, une fois au scénario, une fois au tournage et une fois au montage. Le montage est très important. On peut faire un film magnifique à partir d'éléments médiocres à travers le montage. J'ai arrêté de monter mes films parce que les studios ne l'autorisent pas et aussi c'est pas efficace d'être à la fois en train de tourner et monter. But editing is really the secret art of the movies. The editor knows everything. The editor knows who can't light, the editor knows who can't act, the editor knows who can't do good sound. The editor knows all those things, and that's why they never get invited to parties. Et le montage est l'art secret
du cinéma. Et le monteur a tous les secrets. Il sait quel directeur de la photo éclaire mal, il sait quels acteurs jouent mal. Et c'est pour ça qu'on les invite jamais dans les fêtes. Thank you. Bonjour, vous avez rendu plusieurs fois hommage à William Castle, notamment dans Matinée, l'un des pères du cinéma immersif et interactif. Vous avez vous-même réalisé un film en 3D, un film immersif. Est-ce que vous auriez aimé faire plus de films de ce type, des films immersifs et interactifs? Et est-ce que ce type de cinéma des années 50, avec la première vague 3D, vous a également inspiré par votre carrière? Well, those movies were important to me. I love going to the movies to begin with, and any kind of those gimmicks, the 3D, the ghost viewer, the revolting seats or whatever, just made it more fun. It doesn't contribute a great deal to the art of movies, but it does contribute a great deal toward the fun of the movies. Et oui, j'étais très cinéphile, j'adorais ce cinéma. Et je pense que tous ces trucs, tous ces gimmicks, les sièges qui gigotent, la 3D, sont des choses qui font que le cinéma est plus marrant. Je ne pense pas que ça rajoute grand-chose artistiquement, mais c'est drôle. But I do think that 3D is an art, and I'm sad to see how it's wasted today with phony 3D and computer-generated 3D. When I shot my 3D movie, I shot it and planned it and made it in 3D because I thought about it. I mean, it's part of the visual plan of the movie. But most 3D today is just something that they run into a computer and it comes out and it's in 3D, and so what? If you saw The Life of Pi, I mean, the use of 3D in that movie is really brilliant. And I was with Ang Lee at a film festival where they ran The Hole, and he was very, very interested in all those complicated things about parallax and all that nonsense. But I think 3D may have just killed itself because it's just sort of it's almost like, oh, it's in color, so what, you know? Je pense juste que la 3D est vraiment un art et qu'il y a un potentiel énorme. Moi, quand j'ai fait mon film en 3D, j'ai vraiment pensé tout le processus en termes de 3D. Je pense que c'est gâché aujourd'hui parce qu'il y a tellement de films en 3D qui sont juste faits à travers un logiciel. On passe tout dans un ordinateur et ça sort en 3D. J'ai peur que la 3D se soit épuisée aujourd'hui, comme la couleur, où on dit « Ah bon, le film est en couleur, ça va de soi ». J'ai peur que ce soit ça qui arrive à la 3D. J'ai adoré le travail de Ang Lee dans The Life of Pi. Et il a vu The Hole et il était extrêmement intéressé par tout le travail sur les parallaxes et tout ça. Bonjour. Well, The Hole is running in 3D if you want to see it. Donc It's a very hard movie to see in 3D. La projection de The Hole sera en 3D, ça vaut vraiment la peine. Bonjour, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de rencontrer Jerry Goldsmith à Londres, qui était votre alter ego musical, votre Bernard Herrmann, votre John Williams. Est-ce que vous pourriez parler de votre collaboration avec lui, peut-être une anecdote ou deux? Well, Jerry Goldsmith, of course, I was very lucky to hook up with Jerry Goldsmith, who is partially responsible for me sitting here tonight. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Jerry Goldsmith et c'est un peu grâce à lui si je suis là ce soir. I hit it off with him on The Twilight Zone, which was the first time we worked together, and I asked him to do Gremlins. And I remember when he first played me the Gremlin theme on the piano, I said to him, "Are you sure?" Je l'ai rencontré à l'époque de The Twilight Zone et je l'ai invité à participer à Gremlins. Et la première fois qu'il m'a joué le thème de Gremlins au piano, je lui ai dit « T'es sûr ?» And over the years, we not only became friends, but we had a sort of a working relationship where, even though I'm not a musician and I don't read music, we had a connection, and we were able to understand each other in a shorthand that allowed us to collaborate even on the music stage. And
every movie that I did, if something was going wrong on the set, we'd all say, "Oh, Jerry will save it," and he always did. Donc au fil des années et au-delà de l'amitié entre nous, il y a une forme de collaboration particulière qui s'est installée. Moi, je lis pas le solfège. Mais on avait une manière de travailler vraiment ensemble. Et si jamais il y avait une couille sur un tournage, on disait tous, il y a Jerry résoudra le problème. Bonsoir. Moi, c'était simplement pour savoir où vous en étiez donc, de votre projet Labyrinthus, qui compterait notamment au casting un acteur français, Laurent Deutsch. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le synopsis? Well, Labyrinthus is one of several movies that I'm hoping to make. It's only fallen apart twice, so it's got a leg up on the one that's fallen apart 4 times. It's not as easy to make movies as it used to be. Labyrinthus is a scary movie that's supposed to be shot and set underneath the Buddha Castle in Budapest, and involves Soviet mind experiments, and it's very creepy. All I can tell you is we're hoping to make it, but don't hold your breath. Labyrinthus, c'est un de plusieurs projets que j'espère faire. Il est tombé à l'eau seulement 2 fois, ce qui lui donne un avantage par rapport à celui qui est tombé à l'eau 4 fois. C'est un film compliqué à faire qui se passe sous le château de Buda en Hongrie, avec des expérimentations soviétiques sur le mental. J'espère vraiment pouvoir le faire, mais ne retenez pas votre respiration. Moi, je voulais poser une question. Vous avez multiplié les collaborations et les réalisations à la télévision depuis plusieurs années. Or, la télévision est en train, non pas de supplanter, mais constitue une concurrence très forte avec du cinéma aujourd'hui. Elle est très. Donc, je voulais que vous parliez de votre expérience à la télévision aujourd'hui. Well, working for television used to be different than working for the movies because the screen was smaller at home, and they would say, well, you've got to have a lot of close-ups because they can't see things if they're too small. When they were making all those TV movies in the 70s. But now that we have big screens and HD and all that, there's really not much difference visually in working for television or working for features. À l'époque, travailler pour la télévision était très différent parce que l'écran était tellement petit, on nous disait il faut faire beaucoup de gros plans. Aujourd'hui, les gens ont de grands écrans chez eux et il n'y a pas tellement de différence. So I wouldn't say that television is replacing cinema, but it is definitely exploding because of all the different channels, all the different delivery systems, all the different ways of seeing television material. And I hate to say this because I love the movies, but I think cinema is a 20th century art form, and we're now in the 21st century. And what we have now is not like what we had before. We can't go back to what it used to be. Everything changes, and no one quite knows exactly what's ahead, but it's not going to be like it used to be. La télévision est vraiment en train d'exploser sur tous les fronts, tellement il y a de formes de distribution nouvelles. Et ça me fait de la peine de le dire, mais je pense vraiment que le cinéma était un art du XXe siècle. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Je ne sais pas vers quoi on va, personne ne le sait. Des questions? Je reviens un petit peu en arrière parce que je ne pense pas que vous avez choisi le film que vous avez présenté aujourd'hui strictement par hasard. Vous avez fait un choix. Et vu de là où nous sommes et dans la situation que nous vivons, ce film n'est pas tellement un film du XXe, mais bien du XXIe siècle. Il nous frappe. Et vous avez expliqué que sa diffusion aux États-Unis avait été faible. Alors, on peut se demander si ça ne mériterait pas de lui organiser une nouvelle carrière à ce film-là, parce qu'il dit quelque chose par rapport à notre époque. Merci. From your lips to God's ears. Que Dieu vous entende. I wish,
I do like the movie. I think it has something to say. It always seems to have something different to say every time I see it. But it's always up to date and prescient, and it's just very difficult to get a film like this into any kind of distribution that people are going to see. That's one of the great things about being here. Believe me, I never thought at this ever in my career that I would end up at the Langlois Theatre. It just didn't seem to be in my future. But I guess now it's going to be in my present, and then eventually it will be in my past. But thank you for liking the movie. C'est très très difficile de montrer un tel film aujourd'hui. Moi, c'est un film que je continue à aimer. Chaque fois que je le vois, je le trouve pertinent, d'actualité. Et je vous remercie de l'avoir aimé. Je dois dire que jamais je n'aurais pensé que je me retrouverais un jour ici, dans la salle Langlois. Mais maintenant, ça appartient à mon présent, et un jour, ça appartiendra à mon passé. Excusez-moi, j'ai autre chose à demander à M. Dant. Par rapport au film de Second Civil War, par rapport au film de Second Civil War, il y a une scène, on pense bien sûr à Blanche-Neige dans Gremlins, et une scène où on voit un extrait de film. Un extrait de film, c'est Back to Bataan, un film directed by Edward Mittrick. Et je pense que cette scène où John Wayne in Back to Bataan is destroyed by the tank in your film is an allusion of the famous blacklist, because Edward Mittrick was the only director sur la liste noire de Hollywood. Et j'ai trouvé que cette scène était brillante, Monsieur Dant, parce que non seulement vous parlez d'une Second Civil War between North and South, mais vous parlez aussi d'une guerre, à travers cette image, vous parlez d'une guerre qui touche le monde du cinéma, et c'est important. Et je pense que ce n'est pas un hasard que ce soit le seul extrait. The only extrait is Back to Bataan, David Mitchell film with John Wayne. Voilà. Ce que je voulais dire, je pense que c'est une référence importante par rapport à votre film. Voilà. It's not a coincidence. D'autres questions, mais avec un micro. Bonjour. Monsieur Dant, pourriez-vous dresser un parallèle entre votre Hurlement et le loup-garou de Land de votre ami John Landis? Parce qu'on est sur deux comédies qui sont très proches, deux comédies horrifiques, sorties presque en même temps, sur le loup-garou, et qui cherchent tous deux à retarder le maximum l'arrivée du loup-garou dans les deux films. I would never do a thing like that. Je ne ferai jamais une telle chose. Bonjour, vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu des problèmes avec les studios, notamment sur Looney Tunes. Et je me demandais justement, est-ce que c'est à cause de ça que vous êtes tourné vers le crowdfunding pour Burying the Ex? Est-ce que c'était pour vous libérer des studios ou juste une question financière? Well, the way to get free from the studios is to not work for them, which seems to be my fate anyway. Burying the Ex was, the crowdfunding on Burying the Ex was an idea of the financiers, which didn't really amount to anything because you have to plan a crowdfund. You can't just say, next week we're going to do a crowdfund. They just did it really quickly. It didn't amount to anything. We really never got any money. All they did was get their names at the end of the picture. Donc la manière de s'émanciper des studios, c'est de ne pas travailler pour eux, ce qui semble être mon destin. Quant au crowdfunding pour Bury the Ex, c'était une idée des gens qui finançaient le film. Ça n'a pas vraiment marché parce qu'un crowdfunding, c'est quelque chose qui se planifie. Et là, ils l'ont un peu fait au pied levé. Ça n'a pas vraiment apporté d'argent, ça a juste fait une liste de noms à la fin au générique. Alors, on me fait signe qu'il y a encore le temps pour une question, et puis il va falloir t'emballer. Donc, je ne sais pas où est le micro. Je l'ai. Non, c'est moi. Je veux bien, moi. Merci. Voilà, je voulais vous poser cette question. Est-ce que quand vous avez fait The Second Civil War, vous aviez eu le sentiment de faire une version 2.0 du Dr. Folamour? Parce que j'ai remarqué que ça commençait par une explosion atomique. Et aussi que vous décriviez l'industrie des médias comme une sorte de nouvelle arme de destruction massive.
Merci. Well, actually, I wanted to begin the movie with a shot of an atom bomb. And James Coburn's wife actually had a part where she was a reporter, and she was reporting at the beginning, and the atom bomb goes off. And HBO said we couldn't do that, and I said, why? And they said, because no HBO movie can begin with an atom bomb. You know, okay, it's their network. Donc, en fait, mon idée était d'ouvrir avec une explosion atomique. La femme de James Coburn avait un petit rôle où elle jouait un reporter pendant une explosion atomique. Et HBO a dit que c'était impossible. Quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit aucun film HBO n'ouvrira sur une bombe atomique. Et j'avais rien à dire, c'est leur chaîne. Ben, il nous reste à remercier Joe Dante. Merci. Et Pierre Robson pour la traduction.